Donc aujourd'hui, on va parler du stockage électrochimique. Donc c'est vraiment un cours d'électrochimie. Ceux qui étaient venus pour les sciences ou géopolitiques vont être déçus. Vous allez apprendre de l'électrochimie aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais peut-être faire un petit rappel sur la chimie à Lausanne. En fait, comme le professeur Badou le sait très bien, on a commencé donc en 1853, un an avant le THZ, pour devenir l'école d'ingénieurs de l'Université de Lausanne. Et c'est intéressant que dans cette période d'industrialisation, il y avait des ingénieurs civils, il en faut, M. Badou, n'est-ce pas? Il y avait des mécaniciens, Dominique, il en faut aussi, mais surtout, il y avait des chimistes. Et pourquoi il y avait des chimistes? Parce que pour industrialiser la Suisse, il fallait faire des tunnels. Pour faire des tunnels, il faut des explosifs. Pour faire des explosifs, il faut de l'hydrogène qui fait de l'ammoniac, qui fait des produits nitriques, qui fait de l'explosif. Et donc, on avait besoin de développer cette industrialisation suisse. Et déjà, en 1890, ils sont aperçus qu'on avait besoin de chimistes. Et en fait, en 1920, est arrivée la première électrode à pH. Et en 1923, le premier professeur d'électrochimie a été nommé dans cette école d'ingénieurs de l'université. C'était Marcel Dubout, de la famille des Dubout, vignerons à Cuilly. Et en fait, il paraît que les vins étaient acides à l'époque. Et donc, je pense qu'il a dû faire un bon travail, parce que grâce à l'électrode à pH, je pense que les vins vaudois sont tout à fait buvables, n'est-ce pas, les Valaisans? Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu l'école polytechnique de l'Université de Lausanne, l'EPUL, avenue de Cours, qui a été fédéralisée en 1968. J'ai les bonnes dates. Je parle sous la surveillance de M. Badou. Et lorsque l'école a été fédéralisée, la chimie s'est scindée en deux. La chimie organique et la chimie minérale sont restées à l'université, n'est-ce pas, Pierre? Et donc, ici, il y avait simplement donc, Tino Goeman, qui était le papa de Matthias Goeman, que vous connaissez aujourd'hui, Pierre Lerche, qui dirigeait l'Institut d'électrochimie et de radiochimie, Eric Platner, qui dirigeait le génie chimique, Albert, c'est correct, et il y avait bien sûr Erwin Kovacs pour la chimie technique. Ensuite, en 1978, il y a eu le nouveau campus à Dorigny. La chimie était le premier bâtiment à s'installer sur le campus. Et en 2001, la chimie a été réunifiée avec l'arrivée de Patrick Lébucher. Moi, là-dedans, je suis arrivé en 1992 pour reprendre l'Institut d'électrochimie et de radiochimie. Monsieur Petit-Pierre connaît bien. Il y a des anciens de cet institut que je salue dans cette salle. Mais à l'époque, la radiochimie n'était pas en odeur de sainteté. Donc, c'est devenu simplement laboratoire d'électrochimie. Et en 2001, lorsque Patrick Lébucher est venu, il fallait mettre des acronymes à 4 lettres. Donc, c'est devenu l'EPA. On a rajouté physique et analytique. Donc, voilà, je pense que cette leçon d'honneur, c'est 100 ans de laboratoire d'électrochimie qui se termine. Et je suis vraiment très heureux de terminer cette période avec vous. Donc, en 40 ans, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de chimie analytique, comme ça a été rappelé, de la chimie fondamentale. Mais je ne vais pas du tout vous parler des 600 papiers qu'on a fait pendant nos 30 ans à l'EPFL. Ce que je veux vous parler, c'est ce qu'on a fait à la fin sur la partie énergie. Et en fait, donc en 2015, comme l'a rappelé Paul, on a déménagé à Sion, mais surtout à Martigny, pour faire un démonstrateur. Et c'était peut-être une expérience vraiment fascinante de sortir du laboratoire et de jouer avec, par exemple, une batterie qui faisait 32 tonnes, qui faisait 200 kW, 400 kWh. Avec cette batterie, on a pu démontrer, par exemple, que pour charger des voitures électriques, si on les met sur le réseau, ça fait des demandes d'appel trop importantes. Les batteries permettaient de lisser la demande en besoin. On a également fait de l'électrolyse de l'eau. On a travaillé sur les électrolyseurs et on avait monté la première station-service pour voitures à hydrogène en Suisse romande. C'était le bon temps. Et surtout, quelque chose dont je ne parlerai pas, mais qui est peut-être la partie la plus importante, c'est qu'on avait développé une technique de production d'hydrogène directement à partir du vanadium, et ce qu'on appelait l'électrolyse indirecte. L'idée étant de stocker l'énergie lorsqu'on en avait besoin et de produire l'hydrogène à la demande, par exemple pour des stations-service. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à Martigny. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'électrochimie. J'ai 4 sujets que j'aimerais aborder avec vous. C'est le stockage électrochimique à partir des piles lithium jusqu'aux batteries redox flow, la capture électrochimique du CO2, la production électrochimique d'hydrogène vert et la production électrochimique d'électricité à partir d'hydrogène.
Donc, attachez vos ceintures parce que ça va être un cours d'électrochimie. Donc, il y a 10 ans, mon collègue Lino Guzzella, qui était aussi le président de l'ETH, déclarait la voiture électrique est une aberration. Je ne montre pas ça pour me moquer. Non, non, je ne montre pas ça pour me moquer, mais juste pour dire qu'en fait, il y a 10 ans, la voiture électrique, c'était loin d'être gagné. Peu de gens y croyaient. Et en fait, il faut se souvenir qu'à la fin du 19e siècle, les voitures électriques prédataient les voitures à essence, parce qu'à l'époque, on achetait l'essence chez le droguiste dans des flacons en verre, et c'est donc pas très pratique d'avoir des voitures à essence à la fin du 19e siècle. Et cette voiture de Krieger était la première voiture avec récupération d'énergie au freinage. 1894, 60 km avec une batterie au plomb. Il faut dire qu'en 2010, il n'y avait pas eu grand-chose. Il y avait eu les premiers rosters de Tesla en 2008, la Nissan Leaf, qui ressemblait plus à un jouet qu'à une voiture, il faut l'admettre, qui faisait rigoler tout le monde. Et la première Tesla n'est vraiment venue qu'en 2012. Et ce que je vais essayer de vous montrer dans cette conférence, c'est qu'en fait, grâce à une réaction chimique a changé le monde. La réaction chimique que j'aimerais vous parler, c'est ce qu'on appelle les réactions d'intercalation. Dans les années 70, les collègues de la chimie du solide avaient observé que les ions lithium pouvaient venir se mettre dans des feuillets, par exemple, d'oxyde de cobalt, à un potentiel donné, et qu'on pouvait également mettre du lithium entre des feuillets de graphite. Et à partir de là, l'idée était bien sûr de faire une batterie lithium. Donc, comment ça marche une batterie lithium? Vous avez des feuillets d'oxyde avec du lithium dedans. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va pousser les électrons par le chemin du haut. Et bien sûr, l'oxyde doit rester neutre. Donc, à chaque fois qu'il y a un électron qui part, il y a un ion lithium qui doit sortir et qui doit rentrer dans le graphite. C'est aussi simple que ça. Quand tous les ions de lithium sont dans le graphite, votre batterie est pleine. Maintenant, on pourra décharger. Les ions lithium veulent rentrer à la maison. Les électrons suivent et produisent de l'électricité. Une batterie lithium, c'est ça. Ce qu'il faut voir, bien sûr, c'est qu'il y a une membrane entre les deux matériaux et qu'en fait, tout baigne dans un liquide. La batterie est immergée dans un liquide, un sel de lithium. Et en fait, on l'appelle batterie au lithium, mais il n'y a pas beaucoup de lithium dans une batterie au lithium. Pour 1 kWh de batterie, vous avez 3 kg surtout de métaux et 160 grammes seulement de lithium. Le lithium est un élément léger. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette réaction qui est en train de changer le monde? C'est qu'en fait, à part la chimie, où on a différents types d'oxydes, que ce soit des oxydes de manganèse, des oxydes de cobalt, du phosphate de fer, pour la partie cathode. Pour la partie anode, on a bien sûr le graphite, le silicium, le TiO2, le titanate. Mais ce n'est pas tellement la chimie. La chimie, on l'a résolue à la fin des années 90, début des années 2000. En fait, tout le progrès vient des gens qui ont fait des poudres. Parce que si je prends, par exemple, la cathode, ce sont des billes d'oxyde métallique. Si les billes sont trop grandes, l'ion lithium qui est au milieu, il n'a pas le temps de sortir. Conclusion, la batterie n'est pas très efficace. Si la bille est grande, elle a une petite surface par rapport à son volume. C'est-à-dire que lorsque les ions lithium veulent rentrer à la maison, ils se bousculent au portillon et grosso modo, ils se précipitent à la surface de la poudre. On tue la batterie. Et en fait, tous les progrès de la batterie lithium, c'est tout bête. Il suffisait de faire la poudre la plus fine possible. Plus la poudre est fine, plus les ions lithium rentrent et sortent, et tout le monde est content. Donc, comme quoi, c'est vraiment la technologie d'ingénierie qui a, t'es d'accord, qui a permis ce développement. Et donc, maintenant, on est à des batteries quand même. Si vous prenez une batterie 60% nickel, 20% manganèse, 20% cobalt, on tourne quand même à 350 Wh par kilo. Il y a un matériau qui n'est pas terrible en densité d'énergie, c'est le phosphate de fer, 150 Wh par kilo, mais c'est peut-être le produit le plus disponible sur Terre, le fer et le phosphate. Donc, les gens qui disent « Ah, les batteries lithium, on n'a pas les matériaux », okay, on fait une batterie au phosphate de fer, et là, on a les matériaux. Okay. Autre point important du progrès des batteries, c'était bien sûr la fabrication de ces batteries. Donc, la poudre de cobalt, vous allez la mettre, par exemple, sur une grille d'aluminium. Donc, en fait, ce sont des poudres, ce sont des encres. Donc, on imprime, on prenait une grille d'aluminium, vous imprimez dessus votre encre avec les oxydes, vous prenez une grille de cuivre, vous imprimez votre graphite, vous mettez un séparateur entre les deux, vous fermez, vous avez une batterie.
Et en fait, le problème c'est qu'en fait, vous faites le contact, donc vous avez une grande bande que vous allez rouler, et vous allez avoir un contact à chaque bout, ce qui fait que votre batterie a une certaine résistance. Pourquoi on a fait ça? Parce que lorsque Tesla a commencé, il a pris les batteries de son caméscope, ce qu'on appelle des 18-65, c'est-à-dire 18 de diamètre, 65 de hauteur. Et l'idée, c'était de les ranger comme des petits soldats au fond d'une boîte, mais ça fait quand même 18 650 batteries dans sa voiture de 85 kWh. Vous imaginez le nombre de soudures? La chance qu'une soudure devienne sèche et ne marche pas. Donc, ça a eu des gros problèmes tout bêtes de soudure. C'est bête, hein? Donc, après, ils ont essayé de faire des batteries 21-70, c'est 21 diamètre, 70 de hauteur, avec 2000 batteries à l'intérieur. Et maintenant, donc, les nouvelles batteries Tesla sont des 46-80, c'est-à-dire 46 de diamètre, 80 de haut. Et là, pour faire des systèmes où on roule jusqu'à temps qu'on ait 46, la résistance de la bande était trop grande. Et ce qu'ils ont simplement fait, c'est qu'ils ont mis des petits bouts de cuivre à différents endroits. Quand on roule la batterie, on replie les bouts de cuivre et ça marche. Et grâce à ce brevet, il faut le dire, c'est ballot comme truc, non? Je veux dire, mettre des petits contacts que l'on replie sur le dessus, ça leur permet d'être descendu, d'être à 960 batteries dans un plancher de Tesla, ce qui fait beaucoup moins de soudure et surtout ce qui facilite le refroidissement. Parce que ce dont on ne parle jamais assez, c'est que ces batteries chauffent et il faut les refroidir. Okay? Et donc, en ayant des batteries de ce type, Tesla, maintenant, a pas mal résolu le système. Donc, chimie d'abord, technologie d'époux ensuite, packaging, et maintenant, on est arrivé. Si on regarde ce que fait BYD, donc Build Your Dreams, une grosse boîte chinoise de fabrication de batteries, eux se sont dit, de toute façon, en Chine, on n'a peut-être pas beaucoup de métaux, on va partir sur des choses simples. Le phosphate de fer, qui n'est pas terrible, mais en travaillant sur la finesse des poudres, en travaillant sur le packaging, ils arrivent à faire des batteries de voitures qui concurrencent tout à fait celles de Tesla. Et comme vous voyez, ce sont des grandes lames qui sont faciles à refroidir. Et en fait, un plancher de voiture BYD sont simplement ces lames rangées. Et donc, le packaging, en fait, fait beaucoup de choses là-dedans. Eux viennent d'investir 1,3 milliard pour faire 20 gigawattheures. Vous connaissez tous Nandrans, le lac des Mossons? 20 gigawattheures, c'est le lac des Mossons. Okay, donc, c'est ce qu'ils produisent par an. Bien sûr, les batteries lithium, le prix a été divisé par 10, industrialisation. Et si on regarde maintenant la demande cumulée en batterie, en 1922, on est autour de 1000 gigawattheures, ce qui représente quand même 50 nandrans. Et en 2030, on sera à 500 nandrans. Et je ne vous demande pas de lire ce graphique, mais c'est juste pour dire qu'on est en train de vivre une révolution industrielle. L'introduction des gigafactories pour la production des batteries. Et vu les problèmes géopolitiques, certains aimeraient bien ramener ces usines en Europe, je ne sais pas pourquoi. Et donc, si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, en France, un peu partout, il va y avoir cette construction massive de gigafactories, et on parle ici de 1400 gigawattheures par an. C'est 70 nandrans par an en batterie de voiture. Okay, et donc, cette révolution va tout changer. Pourquoi ça va tout changer? Bon, ça va changer bien sûr le mode de la batterie, ça va changer le monde de la voiture, mais ça va aussi changer la façon dont on consomme, comme on va le voir. Si on regarde par exemple les ventes de voitures, en 2040, on parle quand même de 20 millions de voitures électriques. Ensuite, ça sera l'Europe et ensuite, ça sera les USA, le plus gros marché. Attendons que les Indiens se mettent à fabriquer également des voitures électriques. Le marché va être énorme. Okay, et si on regarde le nombre de voitures cumulées, on parle quand même de 700 millions de voitures d'ici 2040. Donc, le besoin est incroyable. Et en fait, tout ça, c'est dû au système chinois. Les Chinois ont un plan. Et en l'an 2000, ils ont dit on veut 30% de voitures électriques en 2030. Et lorsque les Chinois ont écrit dans le plan, on fait le plan. Et ils vont y arriver. Ils vont arriver donc à 100 millions de voitures électriques d'ici 2030. Et il y a plein de marques chinoises qu'on ne connaît pas, comme NIO, comme Xiaomi, qui sont des marques où les voitures font quand même 1000 km d'autonomie quand même, okay, avec du phosphate de fer qui ne coûte rien. Okay, donc, la révolution de la voiture électrique est là. S'il y a 10 ans, les gens doutaient que les voitures électriques vont arriver, les voitures électriques arrivent massivement et ça va changer beaucoup de choses. Premièrement, ça va changer le stockage massif d'électricité
Rien qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, on a quand même déjà 5 mégawatts pardon, 5000 mégawatts de stockage de batteries lithium. Et en fait, souvent, c'est du deuxième choix. C'est-à-dire, c'est des batteries qui étaient destinées aux voitures. Les tests montrent que la batterie n'est pas terrible. Ce n'est pas grave, on va l'utiliser pour le stationnaire. Ou alors, ça peut être de la batterie de voiture d'occasion. Quelque chose que j'aurais peut-être pu dire pour cette conférence, il y a du vocabulaire à comprendre. Kilo, c'est 1000. Méga, c'est 1 million. Giga, c'est 1 milliard. Tera, c'est 1000 milliards. D'accord? C'est important, juste au cas où. Donc, ici, on en est déjà à 5000 mégawatts de stockage. Et aux États-Unis, l'idée, c'est de maintenir le réseau stable. Ils ont des problèmes de stabilité de réseau. Et maintenant, ça nous amène au marché suisse. Monsieur Norman, prenez un calepin et prenez des notes. En Suisse, on est en top-down, c'est-à-dire on a une production centralisée, des barrages et des centrales nucléaires. On a Swissgrid qui le transporte. On a la distribution, par exemple ici, par Romand d'énergie. Les prix sont les prix de Romand d'énergie 2022. Et on a des consommateurs qui consomment cette électricité. Donc, on est vraiment dans un système top-down linéaire. Et si on s'intéresse au stockage, on est très fiers en Suisse romande de dire « Ah, on a Nantes de Drance ». Nantes de Drance, c'est 900 mégawatts, 20 gigawattheures, mais l'efficacité n'est que de 80%. Okay, et le temps pour renverser entre charge et décharge, donc vider le barrage, remplir le barrage, c'est plusieurs heures. Ce qui veut dire que soit en charge, soit en décharge, c'est fromage ou dessert. D'accord ? Alors que si on avait des systèmes de batteries lithium qui arrivent déjà, là c'est un exemple de chez Saft, c'est une 100 MW 0,4 gigawattheure, l'efficacité est supérieure à 90%, le prix au kilowattheure est à peu près le même, parce qu'officiellement, Nantes de Drance, ça a coûté 2 milliards, donc ça fait à peu près 100 francs par kilowattheure. Mais la différence, c'est qu'une batterie lithium, vous la switchez en 1 seconde. C'est-à-dire, vous pouvez faire de la régulation de fréquence, vous pouvez faire du load leveling, vous pouvez faire un tas d'activités pour le réseau que ne peut pas faire Nantes de Drance pour vous. Okay. Donc, je pense que les énergies renouvelables… Ah oui, j'ai oublié de dire, si on regarde ce qui se passe dans la presse en Suisse, les gens vont vous dire « Ah, il faut augmenter la production centralisée. Il faut monter les barrages, il faut créer des centrales nucléaires, il faut mettre du renouvelable. » D'autres vous diront « Ah non, non, surtout, il faut économiser l'électricité. » En fait, je pense qu'en Suisse, on n'a pas le choix que de développer le renouvelable. Vous êtes d'accord? Et donc, maintenant, on est dans un système où la production va être distribuée, c'est-à-dire production locale. Et on va avoir une consommation locale. Et donc, c'est un peu comme les salades bio, il faudra faire du stockage local. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'envoyer l'électricité à l'autre bout de la Suisse pour la stocker, si elle est produite par votre voisin avec ses panneaux solaires pour l'utiliser dans votre maison. Okay? Et donc, le besoin en énergie, en stockage d'énergie par grosse batterie, va changer la façon dont on gère le réseau. Et je pense qu'on va se diriger dans beaucoup de pays, et peut-être la Suisse aussi, vers une macro-grid de micro-grid, où chaque micro-grid est autonome avec sa propre production, ses propres batteries. Et pour ça, il va falloir avoir un nouveau modèle économique, c'est-à-dire que les scientifiques maintenant sont là, on sait faire de la production locale, panneaux solaires, on sait faire du stockage local, batterie, on sait consommer, ça on sait tous faire. Et donc, maintenant, il faudra donc développer un nouvel modèle économique qui intègre les nouvelles technologies avec des vieilles politiques de distribution électrique. Et si j'ose être politique, comme l'a dit Nikolai, je pense qu'il faut casser les monopoles. Et donc, je ne sais pas si Marc Muller est dans la salle, mais la plus petite des microgrids, c'est la maison de Marc Muller, qui est complètement autonome. Après, ça pourrait être un campus comme celui-ci qui est autonome. Ça pourrait être l'aéroport de Genève qui est autonome. Donc, des microgrids autonomes qui se parlent entre elles par blockchain et par transfert d'énergie, peut-être vraiment intéressant. Et si vous prenez toute la littérature européenne en ce moment sur la distribution d'électricité, on parle beaucoup de SATA, donc stockage comme une asset de transmission, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous serez un opérateur, vous avez une grosse batterie, vous allez jouer à la banque. Vous achetez quand c'est pas cher, vous revendez comme c'est cher. Et en Suisse, on sait tous que c'est toujours la banque qui gagne. Donc ceux de demain sauront que les opérateurs de grosses batteries sont ceux qui feront de l'argent.
Maintenant, si on prend par exemple le parc électrique, le parc de voitures, il y a 4,7 millions de voitures en Suisse. Allez, admettons que 1 million de voitures soient électriques, 20-25%. Admettons que les Suisses soient raisonnables et n'achètent pas des gros tanks, ils achètent des voitures à 60 kWh. On peut rêver. Avec 1 million de voitures à 60 kWh, vous faites 60 GWh de stockage en Suisse. Je vous rappelle qu'une voiture passe 90% du temps au garage, donc on achète une voiture, on la parque au garage 90% du temps, elle se déprécie, puis après on la vend parce qu'elle est rouillée. Enfin bref. Et en général, le Suisse moyen roule 50 km par jour. L'autonomie de la voiture, c'est 500 en général. Donc vous avez 90% de la batterie qui peut travailler. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais AMAG, qui est un concessionnaire de voitures, vient de racheter Elion. Elion à Bouygues, vendeur de panneaux solaires. Pourquoi? Parce que bientôt, votre voiture, ça ne sera pas un objet qui va de A à B. Votre voiture, ça va être votre banque énergétique. Et c'est-à-dire qu'il y a déjà, je regarde mon fils dans la salle, des gens qui essayent de me vendre des voitures électriques et des panneaux solaires avec un chargeur réversible parce qu'ils veulent utiliser ma voiture pour faire du business avec le transfert d'électricité. Et bientôt, on n'aura pas un leasing, on a un leasing de voiture, on vous donnera l'été. Ça, c'est votre voiture. Par contre, on s'occupe de tout avec la partie électrique. D'accord? Et ça, tout va changer. La voiture, quand on vend n'importe quelle publicité à la télé, on vend du rêve. On part avec son 4x4 en montagne, etc. Non, la voiture, moyen de transport, c'est fini. AMAG l'a bien compris, Tesla l'a compris, ils ont tous compris de toute façon. Que la voiture, ça va jouer un rôle dans le stockage énergétique important. Donc c'était mon take-home message. Je pense que les batteries et le progrès des gigafactories de batteries va changer la façon dont on distribue l'électricité et va changer le rôle de la voiture dans la société. Vous êtes d'accord? Et en fait, mon ami Mario Paolone et Jean-Yves Le Boudec l'ont montré à l'EPFL il y a déjà quelques années avec cette batterie 500 kWh, 750 kW, où en fait, ils ont montré que le smart grid sur la partie sud du campus est un concept qui marche bien. Je veux dire, ça fait maintenant plusieurs années, à part quelques semaines en hiver où ils n'arrivent pas à être autonomes, mais entre les panneaux solaires des toits du campus, la partie sud, et les grosses batteries, ils arrivent à tourner en smart grid autonome. Et je pense que c'est important. Donc, si vous prenez un autre type de batterie, il n'y a pas que les batteries lithium, juste une slide sur ce qu'on appelle les batteries redoxo-vanadium. Le vanadium a 4 degrés d'oxydation, 2, 3, 4. Donc, une batterie vanadium, vous avez du sel de vanadium. Quand elle est déchargée, vous êtes en 3, 4. Quand vous la chargez, vous êtes en 2, 5. L'idée de ces batteries, c'est que la puissance, c'est la taille des électrodes, et l'énergie, c'est les volumes des solutions. Dans une batterie lithium, on ne peut pas monter trop en énergie parce que si on fait de la couche d'oxyde trop épaisse, ça devient isolant. Conclusion, ça ne marche pas. Donc, pour les batteries lithium, énergie et puissance sont liées. Dans les batteries redox flow, énergie et puissance sont totalement indépendantes. Cette batterie qu'on avait à Martigny, elle faisait donc 200 kW. Le conteneur du haut, c'était les électrodes en carbone. Le conteneur du bas, c'est simplement des réservoirs d'électrolytes. Et cette semaine, à Dalian en Chine, Ronke vient de connecter cette première batterie 100 MW, 400 MWh. Et lorsque j'avais visité ce bâtiment en 2018, il était en construction. Donc avec 100 MW, ils occupent uniquement la moitié du bâtiment. L'autre moitié sera finie à la fin 2023. Et quand les Chinois disent que ça sera fini en 2023, ça sera fini en 2023. Et dans ce bâtiment, le rez-de-chaussée, c'est une grande piscine de vanadium, enfin, compartimentée bien sûr, et dans les étages, ce sont toutes les cellules d'électrolyse. 100 MW, Zeusier, c'est 200 MW. Quand ce système sera fini, ils auront 200 MW en centre-ville. Et Dalian, il fait froid. C'est-à-dire que la batterie Redox Flow a une efficacité d'environ 70%, il y a 30% de chaleur. Quand vous avez une batterie au centre-ville, elle n'est pas perdue. Quand Nandrans perd 20%, à part réchauffer le Rhône et les petits poissons, c'est perdu. D'accord? Tandis que donc, les batteries vont offrir, je pense, une autre façon d'avoir du stockage urbain. Donc c'est ma conclusion sur cette partie-là. Le stockage électrochimique avec les méga-batteries va jouer un rôle important pour le développement
de systèmes de distribution électrique résilients et surtout va permettre d'intégrer les énergies renouvelables parce que dans certaines régions de Suisse, lorsque vos panneaux solaires produisent trop et que le réseau est plein, ils vous disconnectent parce qu'il y a trop d'électricité sur le réseau. Et puis, comme disait Pierre Desproges, sans pile, on perd la face. Donc, maintenant, j'aimerais changer de sujet complètement et parler de capture électrochimique du CO2. Qui a entendu parler de capture électrochimique du CO2? 2, 3, 4, 5. Donc, le CO2 au niveau du monde, si je crois cet article The Economist basé sur l'IEA, c'est surtout la production d'électricité avec du charbon qui est le plus gros coupable. Ensuite, on a bien sûr light road, c'est-à-dire toute la mobilité légère, mais ça c'est réglé, on va avoir des voitures électriques. Donc là, il n'y aura plus de CO2. Ensuite, heavy road, c'est les camions. Comme je vais vous le montrer, ils vont tous devenir à l'hydrogène. C'est réglé aussi. Pour les avions, ils vont passer à l'hydrogène ou au fuel synthétique. C'est réglé. Pour les bateaux, on va passer au méthanol ou à l'ammoniac. C'est réglé. Pour les aciéries, on peut faire de l'acier maintenant sans charbon, mais avec de l'hydrogène. C'est réglé aussi. D'accord ? Le ciment, c'est plus difficile, mais il y a beaucoup de travaux maintenant sur ce qu'on appelle les géopolymères, d'autres façons de faire des bétons sans utiliser trop de chaux. Les autres industries, l'aluminium, ça va être très dur à changer, et le reste, en haut, c'est toute la partie ménage. En Suisse, les émissions de CO2, c'est surtout les transports, les ménages, l'agriculture et l'industrie. Je pense que les transports, on peut dire que ça va être réglé. L'industrie, avec quelques incentives, ça va être réglé aussi. Pour les gens de Tridel dans la salle, l'incinération des déchets ne n'aura plus bientôt parce que l'incinération va être remplacée par la pyrolyse. Et donc, non mais je milite à la Satom en Valais pour leur dire qu'ils vont dépenser je ne sais combien, 200 millions pour des fours d'incinération, alors qu'il y a des technologies maintenant qui permettent d'éliminer les déchets sans produire de CO2. Je peux le dire parce qu'il n'y a personne de la Satom dans la salle. Donc, bref. La capture du CO2 en 2021, c'était 230 millions de tonnes, surtout aux États-Unis. Si on regarde le prix du CO2 en Europe, on vient de passer les 60 €, et encore là, on s'est arrêté en 21. Début 2022, on a passé les 150 € à un pic la tonne de CO2. Comment on peut capturer le CO2? Donc, soit directement à la source, à la cheminée, à ce moment-là, il faut le transporter là où on va le stocker, ou alors on peut faire de la capture directement de l'air, comme le fait Climeworks à Zurich. Et comment est-ce qu'on peut le stocker? En général, on le stocker dans des puits de pétrole ou des puits de gaz désaffectés, ou alors dans des cavernes, dans des couches salines, voire on fera de l'eau pétillante dans des aquifères salins. L'Europe a vraiment pris le train en marche. En fait, tous les systèmes de capture de CO2 sont au Middle East, au Moyen-Orient et aux États-Unis, au Texas surtout. Et en fait, l'Europe a des ambitions très importantes sur le CO2. Donc, comment est-ce qu'on fait de la capture électrochimique du CO2? On prend simplement deux polymères, un qui est une éponge à CO2, l'autre qui est une éponge à électrons. Et pour les chimistes dans la salle, donc c'est un travail du MIT, de ce doctorant, Sorag Voskian, et de Alan Hatton, professeur d'électrochimie à MIT. Et en fait, pour les électrochimistes dans la salle, on va réduire des anthracinones pour pouvoir capter le CO2, et de l'autre côté, on oxyde le ferrocène en ferricinium. Une fois que toute l'anthraquinone est pleine de CO2, plouc, on change la polarité, le CO2 sort. Le système peut cycler des milliers et des milliers de fois. Il n'y a pas de matériaux chers là-dedans, il y a un atome de fer et des atomes de carbone. Okay? Donc, coût vraiment intéressant. Et je ne dis pas ça parce que je travaille pour eux, mais c'est vraiment intéressant. Et si on compare avec les technologies existantes comme les absorptions d'amines, les membranes ou les techniques d'absorption, on n'a pas le temps de lire tout ce diagramme, c'est juste pour vous montrer qu'il y a déjà des techniques existantes dans ce domaine. Et si on regarde les coûts électrochimiques ici, il faut à peu près 0,6 MWh par tonne de CO2, c'est-à-dire que si votre électricité est à 20 $ le mégawattheure, on tombe ici à des coûts entre 40 et 80
$ la tonne de CO2 captée, et c'est du CO2 ultra pur, okay, qui peut être utilisé pour de la synthèse. Quand on sait que les prix des certificats de CO2 tournent au-dessus de 40 $, il y a beaucoup d'argent à faire dans la capture du CO2. Il n'y a pas simplement de l'argent à faire en produisant de l'énergie, mais il y a de l'argent à faire en captant le CO2. Et je pense que beaucoup de gens l'ont compris, et c'est pour ça que Verdoc, cette société, vient de lever 80 millions au Nasdaq en février, et que Norsk Hydro en Norvège a rajouté 20 millions derrière pour s'approprier certains droits. Donc là, on est en train de vivre également une révolution avec le stockage électrochimique du CO2. On capture le CO2 où on veut, quand on veut, pour autant qu'on a des électrons. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce CO2 capté? On peut le stocker sur place. On peut bien sûr faire de la chimie avec, par exemple pour faire des fuels synthétiques. Et une des grandes questions que tout le monde se pose à l'heure actuelle, est-ce que ça vaut le coup de transporter du CO2 si on peut le capter n'importe où? Parce que partout sur la planète, il y a environ 400 ppm de CO2. Donc, que l'on soit en Suisse ou que l'on soit au Texas, il y a la même quantité de CO2 dans l'air. Donc, autant le capter, là, on va le stocker. Plutôt que de le capter en Suisse, l'envoyer par bateau en Islande ou autre. Donc, je pense que la capture électrochimique du CO2 va permettre de baisser les taux de CO2 dans l'air. Et maintenant, pour un troisième sujet, on va parler de la deuxième révolution qui est en train de se passer. On a vu qu'il y avait les gigafactories de batteries, et maintenant il y a les gigaproductions d'hydrogène. Okay. Donc si on regarde quels sont les vecteurs d'énergie qu'on a utilisés au cours des siècles, au XIXe siècle, c'était le temps de la machine à vapeur, c'était surtout le charbon qui servait de vecteur énergétique, parce que le charbon pouvait être transporté par train assez facilement. Au XXe siècle, c'était quand même l'époque de la pétrochimie et surtout du pétrole et du gaz. Et donc, on pouvait transporter le pétrole et du gaz sur longue distance. Et bien sûr, le XXe siècle, c'était aussi l'électricité. Malheureusement, l'électricité ne se transporte pas sur des milliers de kilomètres, juste quelques centaines de kilomètres. Et maintenant, la grande question, c'est que va-t-il se passer au XXIe siècle? Plus de produits pétroliers pour faire plaisir à la COP 50. Donc, que va-t-on utiliser comme vecteur énergétique? Et beaucoup de gens, dont l'Europe, investissent énormément en ce moment sur l'hydrogène comme vecteur énergétique pour des longues distances. Et quand je dis longue distance, c'est des milliers de kilomètres. Quelles sont les couleurs de l'hydrogène? Si, comme au 19e siècle, 20e siècle, vous faites ce qu'on appelait du gaz de ville, c'est-à-dire on prenait du charbon, de l'eau, on faisait de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. Après, lorsqu'il arrivait le gaz naturel, on faisait du réformage. Gaz naturel plus de l'eau et de la chaleur fait du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. En faisant une réaction supplémentaire en chimie, on pouvait transformer le monoxyde de carbone en hydrogène et en CO2. Là, on a de l'hydrogène pas cher, c'est celui qu'on produit partout en ce moment de par le monde, et ce qu'on appelle l'hydrogène gris. C'est celui dont on veut se débarrasser. Une façon de changer la couleur de cet hydrogène gris, c'est de capter le CO2, loin des yeux, loin du cœur, hop, d'un seul coup, ça devient de l'hydrogène propre. Okay. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser l'électrolyse de l'eau, dont on va parler aujourd'hui. Et un sujet sur lequel j'ai travaillé ces 2 dernières années, mais vu que ce n'est pas de l'électrochimie, je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est la pyrolyse. C'est assez fascinant. La molécule de méthane a 4 atomes d'hydrogène pour un carbone. La molécule d'eau a 2 atomes d'hydrogène pour un oxygène. Donc la molécule de méthane est beaucoup plus riche en hydrogène que l'eau. Et l'avantage de faire de la pyrolyse, c'est que vous prenez du méthane, vous traitez à haute température, plasma par exemple, et vous faites de l'hydrogène pur et du carbone solide pur. Qu'est-ce que vous faites avec le carbone? Vous faites un terril, vous faites une piste de ski en Arabie Saoudite, enfin, vous faites ce que vous voulez, au pire vous le mettez sous terre. Okay. Bref, on ne parlera pas de pyrolyse, mais si j'avais de l'argent à investir, j'investirais dans la pyrolyse. Donc l'électrolyse est une des vieilles techniques. Donc pour une molécule d'eau, on fait 2 molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène, comme on le voit sur ce graphique de 1873. Et en fait, en Suisse, on était les champions de l'électrolyse au début du XXe siècle. Le brevet
de Pechkent date de 1922, et c'est avec ce brevet que la Lanza avait commencé ses premières usines de production d'hydrogène, et qui avait été également copiée à Martigny. Par contre, je n'ai pas trouvé de photos d'hydrogène à Martigny, j'ai juste trouvé des photos de l'usine d'aluminium. Mais juste pour dire qu'au début du XXe siècle, les productions d'hydrogène en Suisse étaient une des richesses du Valais. Et donc, jusque dans les années 50, les gens ont commencé à faire des gros électrolyseurs, comme celui-ci en Norvège, c'était quand même 135 MW en 1953, c'est pas rien. Sauf que c'est devenu tellement cher par rapport au réformage du gaz naturel que toutes les technologies d'électrolyse se sont complètement éteintes. On n'a pas fait d'électrolyse de l'eau pendant plus de 50 ans. Et donc, comment marche l'électrolyse alcaline? Allez, j'ai 2 slides de chimie, vous me le permettez? Donc, on prend de la potasse à 25%, on prend une cathode. Une cathode, c'est un métal qui amène des électrons pour transformer les protons en hydrogène. On prend une deuxième électrode qui va pomper les électrons pour oxyder les OH- en oxygène. On met une membrane entre les deux pour pas que les deux gaz se mélangent et on laisse passer les anions OH- à travers la membrane, ça nous donne une certaine résistance et on a donc à peu près 2 volts par rapport à la valeur thermodynamique d'un 23 volts, on a des pertes qui nous permettent de faire quand même de l'électrolyse. Ce qu'il faut voir avec cette réaction, c'est qu'au début du XXe siècle, alors soit ils étaient très bons en chimie, soit ils étaient très chanceux. Ils ont tout de suite pris des électrodes en nickel, et le nickel, c'est super pour faire de l'hydrogène, c'est super pour faire de l'oxygène, et c'était soit de la bonne science, soit de la sérendipité, je ne sais pas comment on dit. Non. Le deuxième type de façon de faire de l'électrolyse, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une membrane de Nafion. Ce sont des chaînes de CF2 avec des groupes sulfonates dessus qui ne laissent passer que les protons. Bon, je sais que ça commence à être un peu lourd, mais on finit la slide quand même. Okay. Donc, juste pour vous montrer le problème, c'est que si je prends un système comme celui-ci, je prends une anode, ça va être une mousse de titane sur lequel je vais mettre de l'oxyde d'iridium. Ici, on amène de l'eau qui est oxydée en oxygène. Les protons partent de l'autre côté pour se faire réduire en hydrogène. La réaction d'oxygène étant plus lente que celle de l'hydrogène, on va mettre une anode plus large que la cathode. Et si on regarde les besoins en oxyde d'iridium, en ce moment, c'est 2 mg par centimètre carré. Pour faire 1 gigawatt d'électricité, il faut 700 kg d'iridium. La production mondiale, c'est 7 tonnes. Et on veut faire 50 gigawatts. Vous voyez le problème? Donc, les gens essayent de trouver des moyens pour baisser la quantité d'iridium, mais on n'a pas assez de recul pour savoir si je baisse ma quantité d'iridium d'un facteur 10, plus les nanoparticules sont petites, plus elles peuvent se dissoudre. Et par conséquent, on n'a pas de recul. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui investissent des milliards sur ce type de technologie. Soit ils savent des choses que je ne sais pas, soit on ne leur a pas dit, mais il y a quand même un questionnement que beaucoup de gens se posent là-dessus. Allez, pour résumer, l'électrolyse, on en parle beaucoup. Il faut bien sûr des sources d'énergie renouvelables. Il faut un électrolyseur qui a une efficacité qui n'est quand même pas géniale, 60 à 70% d'efficacité. C'est-à-dire que pour 2 molécules d'hydrogène, je fais quand même une molécule d'oxygène. En ce moment, on le donne aux petits oiseaux. Ça leur fait du bien. On ne sait pas valoriser l'oxygène. Par contre, le plus gros problème qu'on a, c'est que les 30 ou 40% de pertes que l'on a, c'est de la chaleur. Qu'est-ce que vous faites avec toute cette chaleur? Si vous avez 1 gigawatt d'électrolyse, vous avez 300 mégawatts de chaleur. Bon, si vous êtes en Suède, c'est bien, on se réchauffe. Mais dans certains pays, c'est quand même difficile d'évacuer toute cette chaleur. Et donc, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, avec 1 mégawatt, donc million, je fais 140 tonnes d'hydrogène par an, un camion va me consommer 14 tonnes par an. 1 mégawatt, c'est 10 camions. Okay, ordre de grandeur. Maintenant, si on regarde les papiers européens, l'Europe veut 40 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030. Ça fait beaucoup d'iridium. Et donc, pour produire 10 millions de tonnes d'énergie renouvelable. Et ils vont le faire. Le coût d'un gigawatt d'électrolyseur alcalin, c'est 1,4 milliard.
le coût d'un électrolyseur à membrane PEM, c'est 1,8 milliard. Donc vous multipliez par 40, on voit que ce sont des investissements quand même de plusieurs dizaines de milliards. Mais ces investissements sont en train de se faire. Et il suffit de regarder les news de la semaine dernière. En France, par exemple, Mme Elisabeth Borne, la Première ministre, a quand même signé un chèque de 2,1 milliard pour 10 projets importants. Et l'industrie privée a mis 3,2 milliards. L'Europe a créé une banque d'investissement sur l'hydrogène à 3 milliards. L'Europe avait déjà dépensé 10 milliards sur les projets d'infrastructure hydrogène. Donc, l'Europe dépense des dizaines de milliards pour l'hydrogène, et en Suisse, on dépense... Mais je ne l'ai pas dit, hein, faut pas. Donc, il y a vraiment une révolution qui est en train de se passer en Europe, où l'Europe investit massivement dans la production d'hydrogène. Si je prends par exemple une société que je connais bien, Air Liquide, Air Liquide construit à Port-Jérôme, en Normandie, une première usine de 200 MW. C'est juste pour essayer, 200 MW, juste pour essayer. Ils font ça avec Siemens. Si vous regardez Massilia, également l'autre projet français, c'est Engie et Total Energy. C'est encore 200 MW, mais pour essayer dans le sud de la France, etc., etc. Et si je prends, par exemple, nos collègues norvégiens, juste pour ma BFE qui est norvégienne, Hydrogen Pro a commencé sa première usine de fabrication d'hydrogène de 220 MW. Le premier électrolyseur de 5,5 a été livré. Ça vient de Chine. Ils rangent ces petits électrolyseurs comme des petits soldats dans la boîte. Et on va produire déjà en 2023 220 MW d'hydrogène. Donc tout ça pour dire que la révolution des giga-productions d'hydrogène est en route. Okay. Et donc, la production d'hydrogène vert va avoir lieu dans les endroits où on a de l'énergie en abondance et de l'énergie pas chère. Ça sera surtout dans des régions côtières, parce qu'il y a du vent, mais aussi surtout parce qu'on peut utiliser l'eau de mer pour refroidir. Et comme l'a dit Paul Dyson, si j'ai signé pour un contrat de visiting professor au Maroc, le Maroc a tout pour réussir. Ils ont du vent sur la côte atlantique, les Essaouira à Dakhla, ils ont du soleil, ils ont une jeunesse bien formée et ils ont en plus de l'argent pour investir. Et donc, c'est dans ces pays-là que ça va se passer. Si l'Europe se désindustrialise, comme ça qu'on dit, enfin bref, des pays comme l'Afrique, comme la Namibie vont s'industrialiser. On a vu l'industrialisation de la Chine, on a vu l'industrialisation du sud-est asiatique, on est en train de voir l'industrialisation de l'Inde. Les pays avec des énergies renouvelables en grande quantité, c'est toute la côte ouest de l'Afrique. Ces pays vont s'industrialiser. Si vous prenez la Mauritanie, qui a un potentiel de vente, donc tous ceux qui font du kitesurf, et je regarde personne, à Dakhla, savent qu'il y a du vent toute l'année. Donc en Mauritanie, on peut faire beaucoup d'énergie éolienne. Ils ont les plus grandes réserves de minerais de fer au monde. Et si on met un et un ensemble, dans 20 ans, ça sera les plus grosses productions sidérurgiques d'Afrique. Okay. Pendant ce temps-là, ArcelorMittal fermera ses aciéries en Allemagne, en France et partout ailleurs. Et ça, c'est le mot que je n'arrive pas à prononcer, désindustrialisation. Voilà. Donc l'hydrogène, dans tous ces pays, vont être consommés sur place pour faire quoi? De l'ammoniac vert que l'on peut, pour faire des engrais, du méthanol vert et aussi des aciéries vertes. Une partie va être transportée en Europe pour faire quoi? De la mobilité ou pour justement faire également de l'application industrielle. Bon. Maintenant, si je prends la consommation suisse, donc c'est le Bureau fédéral de l'énergie qui produit ces statistiques, on voit ici que notre consommation de mazout baisse, notre consommation d'essence, c'était quand même en 2021 2 millions de tonnes, donc 24 TWh. Si je remplace les voitures à essence par des voitures électriques, ça va devenir 5,7 TWh. On importe pour 2,6 millions de tonnes de diesel, ça représente 31 TWh. Si je remplace ça par de l'hydrogène, on sera à la moitié, environ 13,7. Donc la question, c'est que si on électrifie les transports pour remplacer l'essence et le diesel, d'où viendra l'électricité? D'accord? En plus, il y a des gens qui ferment les robinets de gaz, donc le gaz, ce n'est pas gagné non plus. Que va-t-on faire en Suisse? Donc, si je reprends le même graphe, mais maintenant distribué par secteur d'activité, à l'heure actuelle, pour source d'énergie, on a le bois, okay, les forêts, on a les sacs poubelles, on a le pétrole, on a le gaz, on a le nucléaire, on a l'hydro, on a les renouvelables. Vous êtes d'accord avec ça?
C'est l'Office fédéral de la statistique qui le dit, ça doit être vrai. Et avec ça, on va chauffer les maisons, on va faire tourner l'industrie, les services, les transports et l'agriculture. Certains ont décidé d'arrêter le nucléaire. Bon, plus de nucléaire. On doit respecter la COP et la décarbonation de la Suisse. Plus de gaz, plus de pétrole. Qu'est-ce qui reste? Alors, scénario numéro 1, on augmente notre production de sacs poubelles, ou on investit dans les renouvelables. Mais même si on fait ces deux choses en même temps, on aura toujours un manque d'énergie. On importe pour des milliards, entre 6 et 10, suivant les chiffres, je ne sais pas, 6, ça vous va? 6 milliards par an de produits fossiles. Et moi, je suis prêt à parier qu'on va importer de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est le prochain vecteur énergétique de l'Europe. Et si on ne se fâche pas trop avec notre seul voisin qui est l'Europe, il serait peut-être d'accord de nous donner un petit peu d'hydrogène. Mais très sérieusement, je pense que le deuxième take-home message de cette conférence, le vecteur hydrogène va s'imposer et remplacer le système de distribution de gaz. Il n'y a personne de Gaznat dans la salle? Gaznat, ils sont morts. D'accord? Donc, c'est-à-dire que soit ils se réinventent et ils transportent de l'hydrogène, soit ils ferment la maison. Okay? Il y a quelqu'un de Tamoil dans la salle qui devait venir? Hein? Yo, d'accord? Tamoil, si vous continuez à faire que de l'essence et du pétrole, dans 20 ans, on ferme la boutique. Donc, j'essaye de convaincre mes amis de Tamoil que l'hydrogène, par exemple, qui s'importe par train, serait très très bien à Colombey, où on a toute la place du monde. Ok, côté vaudois ou côté valaisan, c'est quand vous voulez, du Rhône, de la raffinerie, on ne va pas se battre pour ça. Bref, il va falloir développer surtout une infrastructure de distribution d'hydrogène. Maintenant, on a de la chance en Europe, on a 2 grands centres de production d'énergie renouvelable. Le nord de l'Europe avec le vent, le sud de l'Europe, l'Afrique du Nord avec le soleil. En hiver, c'est le nord qui produit surtout, il y a beaucoup de vent. En été, c'est le sud qui produit beaucoup, il y a beaucoup de soleil. Ce qui fait qu'il y a toujours quelque chose à importer. Et donc, les Européens sont en train de construire les autoroutes de l'hydrogène. C'est bizarre, il n'y a pas un seul pipeline qui passe à côté de la Suisse. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on ne leur cause pas assez. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avant la guerre, les Russes avaient comme idée de faire de l'hydrogène vert, parce qu'ils ont beaucoup d'électricité, de le mélanger au gaz naturel pour nous le revendre. Et des sociétés comme Linde en Allemagne avaient déjà produit des usines pour séparer le mélange hydrogène-méthane qui arrivait de Russie pour le faire. Bon, en ce moment, c'est la guerre, mais peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus la guerre. Hein. Les 2 dernières guerres mondiales, ça a duré 5 ans. Donc peut-être que dans 10 ans, on est tous copains. Et est-ce que peut-être qu'un jour, on aura de nouveau de l'énergie venant de l'Est? Peut-être, hein, on peut rêver. Donc, la conclusion ici, la Suisse n'a pas les ressources de développer de l'hydrogène vert. On n'a déjà pas assez d'électricité pour passer l'hiver, on ne va pas faire de l'hydrogène avec. Okay? Par contre, on peut apporter de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert peut contribuer à la décarbonation des transports et de l'industrie. Bill Gates dit toujours l'hydrogène, c'est le couteau suisse de la décarbonation. Et on parlait d'hydrogène de banane. Je pense qu'il y a beaucoup d'hydrogène à faire par économie circulaire. Ça restera petit, mais au moins c'est propre. Donc hydrogène de poubelle, hydrogène de banane, hydrogène de bitume. Il y a quelqu'un de Weibel dans la salle? Hydrogène de pneus. Il y a quelqu'un de chez TH dans la salle? Donc, les pneus, c'est que du carbone et de l'hydrogène. Vous pyrolysez, vous avez un carbone d'un côté et l'hydrogène de l'autre. On est d'accord? Donc, il ne me reste plus que le dernier point à aborder, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller plus vite. C'est bien sûr la partie pile à combustible. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cet hydrogène? D'accord? Et ce qui est intéressant ici, c'est de regarder le côté production électrochimique d'hydrogène. Donc, une pile à combustible, c'est l'inverse d'un électrolyseur. Avec l'électrolyseur, on prend l'électricité, on faisait les gaz. La pile à combustible, on prend les gaz, on fait l'électricité. D'accord? C'est le chemin inverse. Les rendements ne sont pas terribles, 50 à 60%. Néanmoins, ça aussi produit de l'eau, ceci produit de la chaleur. C'était développé dans les années 60 pour le programme Apollo. Et depuis, c'est utilisé, bien sûr, surtout pour la mobilité, mais également pour faire des génératrices de secours et pour faire de l'électricité là où il n'y a pas de réseau.
Certains disent, pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas l'hydrogène dans les turbines à gaz? La Suisse vient d'acheter des turbines à gaz pour faire du CO2, non, pour faire de l'électricité pour cet hiver. Et donc, il y a beaucoup de gens en Asie, par exemple chez Mitsubishi au Japon, qui travaillent sur ce qu'ils appellent le dry inox turbine. Ils font tourner quand même maintenant des turbines 100% hydrogène à l'échelle du mégawatt. Donc, ceci va venir. Les turbines à hydrogène, de la même façon qu'on a des turbines à gaz pour faire l'électricité, viendra. Le rendement n'est pas terrible, mais pas plus ou pire qu'une turbine à gaz. Donc, de nouveau, je reprends ma membrane, et c'est la dernière slide de chimie. Okay, on reprend notre bonne membrane conductrice de protons. Maintenant, c'est l'inverse. Je vais amener de l'hydrogène pour faire des protons. Les protons passent à travers la membrane pour se combiner avec l'oxygène qui est oxydé, qui est réduit en eau, et ceci me donne donc de l'électricité. Donc, comme vous voyez, c'est l'inverse de l'électrolyse. Maintenant, juste pour vous montrer, cette technologie de la pile à combustible qui a une cinquantaine d'années est mûre. Est-ce qu'il y a des gens de GreenGT dans la salle? Oui, ils ne sont pas venus? Ah, pardon, Yorick, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. C'est très grave. Cette voiture a plus de 20 000 km dans les jambes, on peut dire. Elle tourne sur des circuits dans toute l'Europe. Et ils pensaient faire 300 km/h comme à l'entraînement. Pas de chance, parce que le jour où ils ont mis le radar pour faire le test de vitesse, il pleuvait. Et lorsque vous avez une voiture de course avec de l'hydrogène sous pression, il faut amener de l'air sous pression. Mais si vous avez de l'air humide, vous comprimez la vapeur d'eau, vous ne comprimez pas l'oxygène. Conclusion, ils sont arrivés à 290 km/h. Et comme ça, ça laisse un peu de marge de progression pour l'année prochaine. Ils vont battre certainement le record. Cette voiture est un laboratoire roulant, ce n'est pas un jouet. Cette voiture a plus de 200 capteurs. Cette voiture fait de l'acquisition de données en permanence. Et cette voiture sert à nourrir les programmes d'intelligence artificielle de GreenGT qui font de l'optimisation depuis la combustible pour faire des camions, pour faire des bateaux, pour faire autre chose. Donc beaucoup de gens disent « Oh, ça ne sert à rien de faire une voiture de course ». Si, c'est un laboratoire roulant, parce que lorsque vous avez un moyen de tester votre pile à combustible, allez sur la paillasse et puis vous la testez. Vous la mettez dans une voiture, ça vibre comme pas possible, vous avez des jets dans tous les sens. Ça, c'est un vrai test de pile à combustible. Nos amis de H2 Energy en Suisse alémanique, c'est une photo que j'ai prise à Crissier il n'y a pas longtemps, fait rouler maintenant quand même pas mal de camions hydrogène en Suisse, à la COP. Et bien sûr, ils avaient du mal à s'étendre en Suisse parce que le plus gros problème de toute la partie hydrogène, c'est le cadre légal. Les gens ne vont pas investir pour des technologies hydrogène en Suisse si la loi n'existe pas. Est-ce qu'on va payer la RPLP pour de l'hydrogène vert ou de l'hydrogène gris? On ne sait pas. Conclusion, nos amis de H2 Energy sont partis au nord, à Esbjerg, où ils ont acheté une ferme d'éoliennes pour 1 gigawatt. C'est quand même la moitié de la grande Vixence. Ils ont acheté des électrolyseurs américains Plug Power pour produire 90 000 tonnes d'hydrogène par an. Ils ont signé un accord avec Philips pour bâtir 256 stations-service au Danemark, en Allemagne et en Autriche. Okay, et c'est quand même dommage qu'une société comme H2 Energy, qui est un des fleurons de la technologie suisse en matière d'hydrogène, doivent s'exiler au nord. Il y a des subventions au nord. Mais doivent s'exiler au nord pour développer leur business parce qu'on ne peut pas le faire en Suisse. Donc, GreenGT n'est pas en reste. GreenGT fait rouler des camions en Suisse et en France. Le camion français va, si j'ai bien compris, être homologué d'ici la fin du mois. C'est correct? Et donc sponsorisé par Carrefour. Le camion suisse est exactement le même, mais c'est écrit Migros à la place de Carrefour. D'accord? Maintenant, André Schneider s'excuse, il ne pouvait pas être parmi nous cet après-midi, mais j'ai un pari avec André Schneider, donc le directeur de l'aéroport de Genève et ancien vice-président de l'école, que d'ici 10 ans, il y aura des besoins d'hydrogène sur le tarmac de Cointrin. Les avions à hydrogène vont arriver très vite. Zero Avia a reçu des investissements de plusieurs dizaines de millions aux US pour développer des avions à hélice, voire des avions jet, quand même des avions de 100 places à hydrogène. Donc ces choses-là existent. Et vous avez peut-être vu dans 20 minutes que même EasyJet travaille avec Rolls-Royce pour développer des avions à hydrogène. Tout le monde s'y met.
et il n'y a aucune barrière technologique à faire voler un avion à hydrogène. D'accord? L'hydrogène fait de l'électricité, l'électricité fait tourner les hélices. Okay. Airbus, par exemple, teste, si vous regardez sur ce A380, il y a un petit réacteur près de la queue là-haut. En fait, ça, c'est un réacteur à hydrogène, et cet avion A380 est un laboratoire volant de test de réacteurs à hydrogène pour jet. Okay. Et ils ont aussi ce petit avion qui est assez amusant, de concept. Donc tout ça pour dire que toutes les sociétés aéronautiques travaillent à l'avion à hydrogène. C'est-à-dire qu'à Cointrin, on n'aura plus des grosses cuves thermoïdes de pétrole, mais on aura des grosses cuves d'hydrogène, life, air liquide, ou peut-être même thermoïde d'hydrogène, je ne sais pas. Et pour prendre des trains, je n'ai pas pris l'exemple français d'Alstom, qui a des trains en France et en Allemagne qui roulent à l'hydrogène, mais ça, c'est un train suisse qui est fabriqué aux US avec des piles à combustible canadiennes, et Stadler Rail, qui est comme des fleurons de l'industrie suisse, fait rouler ses trains à l'hydrogène. Donc la conclusion de tout ça, c'est que la mobilité d'hydrogène, c'est aujourd'hui. Elle existe pour les camions, pour les voitures, pour les bateaux, je n'aime pas trop parler des bateaux, pour des sea bubbles, pour des tas d'applications, et même, pour ne pas dévoiler un secret, des étudiants ici dans cette école ont un projet qui s'appelle Soloboat, ils font des compétitions de bateaux écologiques entre écoles d'ingénieurs, et maintenant il y a une nouvelle classe de bateaux hydrogène en mode de compétition. Comment intéressant. Allez, juste pour finir, quelque chose de complètement différent. Au début j'ai dit que avant moi c'était un laboratoire d'électrochimie et de radiochimie, et maintenant que j'ai arrêté ma vie académique pour passer plutôt du côté industriel, je vois passer beaucoup de financements pour la fusion. Des gens comme Breakthrough Energy, donc le fonds d'investissement de Bill Gates, met des centaines de millions sur des tokamaks comme celui qui est bâti ici près de Boston, qui sera fini et qui devrait produire dès 2024. D'accord? Donc on parle de choses intéressantes, et bien sûr, ils ont commencé par la fusion neutronique, hélium plus tritium, comme on fait ici à l'EPFL, comme ITER va le faire à grande échelle. Mais eux vont le faire dans des réacteurs beaucoup plus petits, et on pourrait en mettre peut-être 2 dans cette salle, par exemple. D'accord? Donc le confinement des plasmas est quelque chose de vraiment intéressant. Et juste pour finir, moi je suis impressionné par l'argent qui va dans les réacteurs aneutroniques. Qui connaît les réacteurs aneutroniques? Donc la fusion aneutronique attire des centaines de millions en ce moment. Okay? Il y a plein de sociétés start-up, dont l'américaine TAE Technologies, qui travaille là-dedans. J'ai pris un exemple d'une société allemande, Nerval Fusion. L'idée ici, c'est que, à cause du prix des lasers solid state, dont le prix baisse, on peut maintenant utiliser beaucoup de lasers solid state pour faire du confinement par plasma, et on peut commencer à faire des réactions de fusion entre l'atome de Bohr, qui est un des plus communs sur Terre, avec un proton qui est commun sur Terre. Ceci vous génère 0 neutrons et vous donne des particules alpha, et les particules alpha sont chargées, elles font tout de suite de l'électricité. D'accord? Donc, de la même façon que dans l'industrie spatiale, Musk avec SpaceX, Bezos avec Blue Origin ont été capables de court-circuiter la NASA pour faire des systèmes, je ne serais pas surpris si le développement de la fusion va venir de privés, avec des investissements privés qui vont amener la fusion. Et ça, c'est le rêve, parce que la fusion aneutronique, si ça marche, c'est un chèque en blanc, c'est de l'énergie gratuite pour le reste des générations. Et si les gens investissent là-dedans, c'est pas pour rien. Et quand on voit la comparaison avec le spatial, pour moi, c'est exactement la même chose. Les privés vont faire avancer la fusion. Bref, j'arrête de rêver, mais il faut positiver, d'accord? Et la fusion, c'est un moyen de positiver sur le futur. Donc voilà, donc juste pour résumer, ce que je pense que l'on aura pour une Suisse verte, bien sûr, on aura de la production solaire surtout, les éoliennes, on oublie, on aura peut-être de la microélectricité. Peut-être que si Martin Vetterli demande à M. Parmelin de lui donner 500 millions pour développer des réacteurs aneutroniques, on aura également de la fusion en Suisse. On aura bien sûr du stockage saisonnier par les barrages. Je suis un grand croyant sur le stockage dynamique et le rôle du stockage dynamique dans l'intégration des réseaux électriques et le rôle de la voiture, enfin des millions de voitures qu'on a pour gérer le réseau électrique.
Je pense qu'on continuera d'importer de notre seul voisin, l'Europe, l'électricité, peut-être de l'hydrogène par pipe, voire de l'hydrogène liquide par train. Parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie complète au milieu de l'Europe sans importer de l'énergie. Donc voilà, j'ai fini ma carrière académique. Je pars en retraite. Mais je pense que je vais continuer à travailler, à développer des technologies pour les nouvelles générations. Je pense que c'est important. Je suis consultant pour pas mal de grands groupes français, comme ça a été dit par Paul. Et je profite de cette photo pour remercier ma chère épouse. C'est-à-dire, voilà, la génération future, et surtout, ne reportez pas que les bouteilles quand même, mais surtout, tous les collaborateurs du NEPA qui ont fait ces 30 ans à l'EPFL, une vie fantastique, spirituellement parlant. Et je voudrais remercier l'EPFL. Merci beaucoup. Donc, je disais donc, je voulais remercier bien sûr tous les collaborateurs de l'EPFL, c'était 30 ans de vie très stimulante. Et je voulais remercier l'EPFL quand même, parce que les conditions cadres dans cette école sont magiques, grâce à certains présidents, Patrick Evicher, Madame Martin et Turli. Et tous les profs de l'EPFL ne se rendent peut-être pas compte de la chance qu'ils ont. Il y a beaucoup de gens qui râlent. Mais il faut quand même avouer qu'on est pas mal ici quand même, non? Voilà. Un grand merci à vous. Et la théorie vous attend. Hand this to you. Perhaps there will be a photograph as well. Merci. Okay. Can I say something?